Abdelmejid Bargash, je suis notaire et conseiller en gestion de patrimoine. Je suis titulaire d'un diplôme en DESS en gestion de patrimoine de l'Université Rennes 2. Et il m'est agréable aujourd'hui d'aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur et qui concerne en fait la transmission du patrimoine. Et surtout au Maroc, puisque le Maroc il a quand même cette particularité. Pourquoi particularité et complexité? La complexité vient du fait que dans l'opération de transmission de patrimoine, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et notamment le facteur religieux, le facteur psychologique. Aujourd'hui, quand on parle de transmission, il y a deux façons de voir la chose. Si on décide de ne rien faire, si on décide de ne pas prendre des mesures de son vivant, il est clair que, et au plus tard, au moment du décès, ce sont les règles de droit successoral qui vont s'appliquer, notamment les règles qui sont contenues dans la sourate Nisa. Et c'est Dieu en fait qui a fixé les règles en matière de succession. Je donne un exemple. La fille hérite de la moitié de ce qu'hérite un garçon. La femme va hériter le 8e en présence d'enfants. Il va hériter le quart en absence d'enfants. Il va hériter la totalité en cas de déshérent, en cas de vacance d'héritier, s'il n'y a pas d'autre héritier. Alors, si effectivement on décide de ne rien faire, c'est le droit successoral qui s'applique. Le conseil qu'on fait généralement, c'est celui d'anticiper la transmission du patrimoine. Parce que généralement, ce qu'on constate dans la société marocaine, c'est que après le décès, il y a toujours l'élément matériel, il est là, les héritiers n'arrivent pas à s'entendre, on est dans une situation juridique d'indivision, et forcément, il y a un risque de litige. Et des fois, des litiges qui vont prendre des années, soit dans le cadre d'un partage judiciaire, quand on n'arrive pas à s'entendre sur une méthode de partage des biens. En fait, le message, c'est quoi aujourd'hui? C'est que, et c'est notre conseil, il faut anticiper, organiser une transmission. Et pour cela, il faut prendre le temps de le faire. Justement, on ne connaît pas à partir de quel âge. Vous me posez la question à partir de quel âge il va falloir commencer la transmission. Je ne saurais pas vous répondre. Mais on sait qu'un patrimoine, c'est comme un être vivant, il va se créer. Un jeune couple, il n'a pas encore constitué de patrimoine, il va se valoriser et ensuite il va se transmettre. Donc, une fois qu'on a ce patrimoine, qu'on l'a valorisé, qu'on va décider de le transmettre. Et c'est à ce moment-là, et ça dépend des gens. Un joueur de football, il va arrêter sa carrière à 35 ans, ben, il a fait l'essentiel, il a déjà constitué son patrimoine. Un chef d'entreprise, il ne peut pas s'arrêter à 35 ans, il n'est pas Rolando. Il va peut-être aller un peu plus loin, et c'est peut-être vers l'âge de 50 ans, voire 60 ans, qu'il va commencer à réfléchir à ces questions de transmission de patrimoine, surtout qu'il a une entreprise. Et l'entreprise, quand il y a un décès et une mort subite de son chef, il y a énormément de problèmes qui se posent. Les partenaires, les associés, les fournisseurs, les clients, les marchés qui sont en cours. Et donc, si on n'a pas pris le temps suffisant pour transmettre le flambeau au dauphin, il y a certainement un problème qui va se poser au moment où il va y avoir décès du chef d'entreprise. D'où l'intérêt aujourd'hui de transmettre par anticipation. Donc c'est les messages forts que j'ai à vous faire à l'occasion de cette vidéo. Bien sûr, je viens de parler de l'entreprise, de sa transmission, mais il y a d'autres problèmes, des problèmes qui sont les plus classiques. Après, il y a des problèmes très très pointus. Problème, celui de la protection du conjoint. On est marié. Si le mari ou l'épouse décède, quelle est la protection prévue pour le conjoint survivant? C'est quoi la finalité de cette protection? C'est d'assurer le même standing de vie au conjoint. Parce qu'il y a deux salaires, imaginons un couple salarié, monsieur décède,
c'est vrai qu'il y a une pension de retraite, mais il y a une baisse de revenus. Et donc, comment compenser? Comment assurer un toit pour le conjoint et pour les enfants? Il y a la question de la protection des enfants. Il est clair, quand on a des enfants, et notamment des filles, que des filles, et on connaît la problématique, c'est que les filles ne sont pas des héritiers en absence de garçons, qui sont des héritiers aseb, ben forcément déjà les parents peuvent hériter, les frères et sœurs peuvent hériter, et quand il s'agit d'un bien, d'une maison d'habitation, c'est un problème, puisque les filles vont être un peu dérangées, puisque les autres héritiers, peut-être ils vont décider de vendre, et parfois ça pose des problèmes. Et donc la façon, à mon sens, de régler, d'anticiper ça, est d'organiser une transmission anticipée. Bien sûr, il y a d'autres problèmes. Quand on a, par exemple, un enfant handicapé, n'a pas besoin d'avoir des villas, ni des fermes, ni des comptes bancaires, ni des valeurs mobilières. L'intérêt pour lui, c'est d'avoir un tuteur qui va s'occuper de lui une fois que vous n'êtes plus là, et il a besoin d'un toit, et il a besoin de ressources sous forme de pont. Et c'est pour cela que parmi les solutions qu'on propose, c'est pour le toit, il faut prévoir un droit d'usage et d'habitation qui est un droit viager, c'est-à-dire au moment il va s'éteindre avec le décès de l'enfant handicapé, et puis l'assurance vie sous forme de rente viagère. Donc il s'arrête là aussi avec le décès de l'enfant handicapé. Donc pour moi, il faut faire des sur-mesures. Il n'y a pas aujourd'hui de solution générale ou des solutions miracles qu'on peut appliquer à tout cas de figure. Il y a des cas, et puis le notaire, il reste quand même le professionnel naturel de ces questions-là. Vous pouvez le consulter, il vous donnera certainement des conseils appropriés. Et merci.